Aujourd'hui, dans Pas d'amalgame, faut-il un mariage civil en Israël ? Bonjour, on se retrouve pour la seconde partie de cette thématique sur faut-il un mariage civil en Israël. La semaine dernière, nous avions eu Jonathan au téléphone qui nous avait expliqué un petit peu ses difficultés dans le cadre de son mariage. Il avait dû se marier en France car il n'avait pas la possibilité de le faire en Israël. Aujourd'hui, nous aurons des précisions concernant la halakha avec le Rav Ishai, qui est également Dayan, et avant tout médiateur au Bet Din de Netanya. Donc, il va nous préciser un petit peu ce qu'il en est, pourquoi le fait d'avoir un mariage civil serait problématique en Israël. Alors, je crois qu'on a le Rav Ishai qui est en ligne au téléphone. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, Baruch Hashem. On a discuté beaucoup justement, je ne sais pas si vous avez eu le temps, en général on se tutoie, mais là on va se vous voyez parce que c'est au statut de Dayan auquel je m'adresse. Tu as vu le cavode. Si t'as envie de faire comme ça, c'est comme ça. Tu as vu le cavode que je te fais. Donc, c'est très gentil. Voilà, en fait, en gros, le point d'accroche, c'est le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël sur cette question du mariage, qui est extrêmement symbolique, qui est très importante. Toi, comment est-ce que tu expliques, comment, j'allais dire justifier, c'est pas forcément le bon mot, mais quand même, le fait de maintenir et de ne pas avoir de mariage civil en Israël. Peut-être d'ailleurs que tu es pour, peut-être une surprise, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors on va expliquer différents domaines. D'accord, premièrement, au niveau de la législation civile en Israël, d'accord, il est prévu par l'État d'Israël que les gens ne pourront se marier en Israël que selon leurs croyances religieuses. Ce qui veut dire que à chacune des grandes croyances, les gens se marieront face aux autorités religieuses. Croyances assignées. Pas croyances choisies. Croyances assignées, auxquelles on les assigne. Pas croyances qu'ils choisissent. Puisque si un juif décide de dire « moi je ne crois pas et je ne veux pas me marier à la rabbanoute », il est quand même contraint de le faire. Non, si, il peut le faire parce qu'il y a eu le cas de Yoram Kanyuk qui a pu faire retirer cet aspect-là auprès de la Cour suprême. C'est pour ça. On te laisse finir. Ok, donc je ne sais pas qui est sur le plateau. Moi, bonjour, Kvadarav, monsieur Noémie Ben-Shimon. Et Égal Palmor. Bon, alors bonjour tout le monde. Juste, si vous pouvez me laisser terminer, ce serait mieux, d'accord ? C'est pas méchant. Après, si vous voulez intervenir, il n'y a aucun problème. Mais juste, regardez, le fait est que c'est par rapport aux croyances religieuses, d'accord ? Ce qui fait que dès le départ, l'État d'Israël n'a pas voulu mettre en place de mariage civil en Israël, d'accord ? Donc les personnes de croyance catholique doivent se marier face à l'Église, ceux et aux autorités de l'Église en Israël. Il y a l'Église orthodoxe, il y a l'Église arménienne, il y a différentes églises, bref, passons. Donc après, les musulmans face aux autorités religieuses musulmanes, et les juifs face aux autorités religieuses rabbiniques juives. D'accord ? Donc c'est comme ça que l'État a prévu depuis le départ, depuis la création de l'État d'Israël. C'est comme ça que les choses ont été mises en place. Et à la base, c'était à l'époque déjà les Anglais qui avaient mis le système comme ça en place. Qui avait été hérité d'ailleurs des Ottomans. Qui avait hérité des Ottomans parce que c'est le système qui avait été mis en place et la législation de l'État d'Israël a adopté ce système-là qui existe depuis de très longtemps. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui quand on parle de mariage civil, entre guillemets, donc les personnes qui sont en infraction pour les personnes juives, parce que c'est de ça que vous parlez principalement, il me semble. Donc, pour les personnes juives, les personnes qui sont en infraction avec la loi juive, la halakha, la Torah, d'accord ? Donc, par exemple, un Kohen qui voudrait épouser une convertie, chose qui lui est interdite de par la Torah, d'accord ? Ou autre, d'accord ? Il y a différentes personnes qu'un Kohen ne peut pas épouser. Donc, le Kohen, entre guillemets, il ne peut pas épouser une convertie, il ne peut pas épouser une femme qui a de peu de moralité, entre guillemets, d'accord ? Ou l'enfant d'un mariage, d'une union entre un Kohen et une femme qui lui est interdite, d'accord ? Bref. Et de la même façon, le Kohen Gadol, en plus, lui, ne pourra pas épouser de veuve. Voilà. Donc, on voit en réalité que ça, c'est au niveau de la halakha, ok ? Donc, des personnes, par exemple, qui sont en infraction avec cela, ok ?
ou encore des personnes qui ne peuvent pas se marier face aux autorités rabbiniques parce que c'est un mariage, entre guillemets, mixte, dit mixte. Donc c'est des personnes, un de confession juive, l'autre de confession non juive, d'accord ? Ces personnes-là voudraient faire passer, entre guillemets, la notion du mariage civil. Maintenant, autrement dit, il y a aussi des personnes qui ont un idéal laïque en Israël et qui, par idéal laïque, veulent aussi l'option de pouvoir se marier civilement. Ce débat existe depuis très longtemps. Il n'est pas d'aujourd'hui. D'accord ? Il date pas d'aujourd'hui ou ces dernières années. Le problème qu'on a, et c'est la chose suivante, c'est qu'il y a le problème des enfants adultérins. C'est un des principaux problèmes. Ce qui veut dire qu'en réalité, à partir du moment où, au niveau de la loi juive, je parle, une personne décide de vivre en concubinage, donc on a deux personnes de confession juive qui décident de vivre en concubinage et qui décident de vivre maritalement sans passer sous la choupa, d'accord ? Donc ils ne sont pas mariés. Au regard de la loi juive, à partir du moment où on sait, il est connu notoirement qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent maritalement, que peut-être même qu'ils ont des enfants ensemble, etc., le jour où ils veulent se séparer, normalement, selon la loi juive, le mari a l'obligation de remettre le guet à la femme, d'accord ? Donc la mention de divorce à la femme, ok ? Donc ça, c'est premièrement. Le fait aujourd'hui de laisser la possibilité, la porte ouverte au mariage civil, va représenter quoi comme problème ? Aujourd'hui, un des problèmes, c'est que quand les personnes vivent maritalement, ont des enfants, décident de se séparer, mais ne mettent pas en place de guet, parce qu'ils ne se sont pas mariés, ils ne sont pas fait reconnaître en tant que personnes mariées. Le jour où la femme va aller avec un autre homme, les enfants, au regard de la loi juive, seront considérés adultérins. Admettons que cet enfant, les parents ne sont pas religieux, et que cet enfant, dans son parcours de vie, comme nous sommes dans une démocratie, décide de devenir religieux, d'accord ? Et que le jour où il va se retrouver face aux autorités rabbiniques en tant qu'enfant religieux, aujourd'hui, veut se marier, il risque de se voir refuser la possibilité de se marier religieusement selon ses propres croyances, parce qu'il a décidé lui-même de faire teshuva, d'accord, entre guillemets. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que cet enfant-là ne pourra pas se marier au regard de la loi juive. Donc ça, c'est un des problèmes. Alors juste problème... une toute petite... parce que là, c'est ce premier problème-là. Juste, Noémie Ouigel, juste pour réagir sur ce premier aspect. Oui, c'est vrai que c'est un problème du point de vue de l'halakha orthodoxe. Mais comment on fait alors ? Comment font les Juifs en France ? Comment font les Juifs aux États-Unis ? Comment on fait les Juifs partout depuis 2000 ans ? Ils ont bien subsisté malgré ce genre de problème posé par la halakha. Ils ont réussi à trouver des solutions qui ne sont pas imposées par l'État. Donc, puisque les Juifs se débrouillent très bien aux États-Unis ou en France ou en Angleterre, je ne vois pas pourquoi le problème se poserait ici. Ah oui, j'ai une petite réponse du Rav Yishmael. Alors moi, je vais vous répondre pourquoi. Je peux vous répondre ? Oui, non, si, d'accord. On va te laisser la parole. Là. Non, mais moi j'aimerais savoir si c'est un procès qu'on fait à la religion et au rabbin. Chas v'shalom. La base même du problème aujourd'hui qui se pose au niveau de ces mariages-là, c'est un problème de législation civile. C'est l'État d'Israël qui a opté pour cette loi, d'accord ? D'empêcher la possibilité au mariage civil, d'accord ? C'est l'État d'Israël qui a opté pour cette législation, d'accord ? Et à la base, ceux qui ont voté cette législation, si vous étudiez bien les textes de loi, n'ont aucun rapport avec les rabbins, d'accord ? C'est premièrement. Donc c'est une notion importante de connaître bien l'histoire de la législation israélienne à ce niveau-là. Maintenant, l'autre point qu'il y a, c'est quoi ? C'est que quelle était la volonté à l'époque des créateurs, des fondateurs de l'État d'Israël, qui étaient eux-mêmes des laïcs non religieux ? C'était justement de préserver le caractère, entre guillemets, religieux des différents cultes en Israël, parce que c'est la terre sainte pour les 3 grandes religions monothéistes dans le monde, d'accord, l'État d'Israël, ça c'est premièrement, et puis surtout de pouvoir préserver le caractère juif, d'accord, de l'État d'Israël, entre guillemets, vis-à-vis de la population juive. C'était ça la première idée, d'accord ? Donc aujourd'hui, lorsqu'on vient, on nous dit, on veut le mariage civil, on le sait tous, on ne va pas se le cacher, que le mariage civil en Israël va mettre en péril l'identité juive de l'État à partir du moment, d'accord, où les mariages qui vont se mettre en place ouvriront les portes au mariage mixte, à différentes choses, etc. Maintenant, il y a des solutions. Mais ça a lieu déjà. Les gens se marient déjà. Il y a déjà des mariages mixtes. Ça ne lutte contre rien. Je veux dire, même si on est d'accord théoriquement avec vous, admettons,
Et il se trouve que ça n'empêche rien. Je veux dire, de facto, les gens se marient quand même de façon mixte. L'assimilation a lieu. Les mamzerim, selon la halakha, naissent et vous n'y pouvez rien. La question, c'est en fait, je vous pose la question de l'efficacité en fait de la question. L'efficacité de refuser un mariage civil. Qu'est-ce que ça évite que la réalité ne fait pas déjà? Alors regardez, moi je vais vous poser une question. Est-ce que sur ce plateau aujourd'hui, est-ce que vous allez appeler un des responsables politiques de l'État d'Israël? Si on me donne un numéro de téléphone. Je pose la question. Si on me donne un numéro de téléphone, je l'appelle sans problème. Hein. Non, mais vous ne répondez pas à la question que je vous ai posée. C'est normal. Il répond à une question par une autre question. Non, d'autant qu'il a dit que c'était. Pas une question par une autre question. Je pose la question. Vous appelez un rabbin, d'accord? Oui. Donc vous appelez un rabbin. D'accord. Maintenant, est-ce que vous allez appeler un responsable? Non, je vois très bien ta question. C'est en gros, c'est une question politique. Si vous voulez, non, attendez, parce que si vous voulez placer le débat de façon malhonnête sous le problème de la théologie, entre guillemets, et que c'est la théologie et la religion qui pose problème aujourd'hui. L'homme de paille, argument de l'homme de paille, on ne marche pas dedans. Je suis orthodoxe, on marche pas là-dedans. Franchement, je vous ai posé une question simple. Je vous ai posé une question simple. En quoi d'arabe Bémet? Une question simple. En quoi est-ce que l'état actuel des choses lutte efficacement contre l'assimilation? Alors là, c'est une question plus générale. Si on doit lutter contre l'assimilation, si c'est une vraie problématique, là, juste avant, on a eu quelqu'un au téléphone qui, lui, s'est marié et le mariage est reconnu en Israël, parce que les mariages faits à l'étranger sont reconnus en Israël, avec quelqu'un qui n'est pas juif. Et ça pose un autre problème, parce que ça, c'est mon autre point. Est-ce que c'est une vraie question sur la démocratie et État juif, est-ce que la liberté individuelle pour quelqu'un de se marier est supérieure au fait de préserver le peuple juif? C'est une vraie question philosophique de ce côté-là. Juste, Ravi Shai, sur le côté des libertés individuelles, parce que la problématique, c'est de savoir, lorsqu'on a le rabbinat qui a sa position et qui a une position logique par rapport à la halakha, donc de ce côté-là, il n'y a pas de remise en cause de ce côté-là, les justifications et les arguments sur le fait d'éviter qu'il y ait des mamzers, etc., qui sont des vraies problématiques que tu as soulignées. Qu'est-ce qui se passe pour les générations suivantes qui veulent être... Non, mais oui. La problématique, elle est dans un sens... La problématique que j'ai signalée, elle est réelle. Quand on a affaire à des gens qui, par idéal, d'accord, veulent avoir la possibilité de vivre laïquement, parce qu'ils ont décidé de ne croire en aucune religion. C'est leur droit, d'accord? On n'est pas là pour juger les gens et leurs croyances personnelles, etc. On n'est pas là pour s'attaquer à la liberté personnelle de chacun. D'accord? Lorsque ces gens-là font ce choix-là et décident d'opter pour des solutions qui existent, aller à Chypre pour se marier civilement, à l'étranger, ou alors encore faire des contrats devant avocat, et ça existe, entre guillemets, pour se faire reconnaître en tant que concubin et associé dans la vie, d'accord? Pour associer son patrimoine, etc. Une espèce de pax, entre guillemets, improvisée par les avocats, d'accord? Il y a des solutions qui existent pour ces gens-là, pour se marier en dehors de toute autorité religieuse. Il y a des solutions qui existent. L'État d'Israël ne lutte pas contre ça parce que c'est un État démocratique. D'accord? Il n'y a personne qui est en train de lutter contre ça, qui est en train de demander l'interdiction de ces contrats ou l'interdiction de reconnaître les mariages qui sont faits à l'étranger ou ailleurs. Il ne pourrait pas de toute façon. Ça, ce n'est pas fait. Il n'y a personne qui demande ça. Il n'y a aucun rabbin. Mais il ne pourrait pas le demander. Il ne pourrait pas le demander. Vous avez l'air de porter à leur crédit quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire. Non, parce que c'est un État démocratique, de toute manière. Non, mais donc voilà, donc il pourrait pas dire que c'est pas. C'est ce que dit Ravi Shai, il dit que c'est un État démocratique. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu fais peser sur les finances des gens, etc., et tu les exposes à des solutions comme ça, tirées par les cheveux, de devoir voyager, etc., alors que ça ne change. Mais de facto, ça crée quand même on est d'accord. Dans les cas question, ils se marient civilement, rien n'empêche quelque chose. Imaginons que les gens se séparent. Sans guette, la femme épouse un autre homme, a un enfant, ou même sans se marier, elle a un autre enfant, l'enfant est mamzer. Et vous nous dites, on a un problème. Le problème existe déjà. Le mariage religieux, en fait, le fait qu'il y ait une contrainte à se marier religieusement n'empêche pas l'existence des mamzerim. Qu'est-ce que vous faites? En quoi le fait d'autoriser le mariage civil en Israël
va régler le problème des enfants adultères. Ah, mais ça ne le règle pas, c'est au rabbin de le régler. D'accord. Non, mais c'est pas au rabbin d'inventer des nouvelles lois. Non, non, d'inventer des nouvelles lois, certainement pas. De réformer les lois de la Torah. Parce que les gens ont décidé aujourd'hui d'avoir d'autres mœurs, entre guillemets. D'accord ? Des mœurs qui ont toujours existé. Si à l'époque de la Torah, on nous parle du problème des enfants adultérins, c'est que l'adultère existait déjà à l'époque. Quoi ? Mais c'est pas une question de... Mais en plus là vous parlez d'enfant adultérin pour dire mamzer. En l'occurrence, ce serait pas... Oui, enfin, c'est le terme exact en français. D'accord, oui, elle est encore légalement mariée. Mais si je me trompe pas, un mamzer n'est mamzer que lorsqu'il a été déterminé comme mamzer. C'est pas une qualité ontologique ou réaliste, c'est quand le Beddin dit qu'il est mamzer. Donc tant qu'il n'a pas été reconnu comme mamzer, c'est d'ailleurs pour cette raison, si je ne dis pas de bêtises, que dans un psaq-din, le Rav Eliyahu Bakshi Doron refusait les tests de paternité comme source de validité pour ne pas justement créer de nouveaux mamzer. On ne veut pas reconnaître. Aujourd'hui, on refuse les... Attendez, d'accord, donc vous voyez bien que c'est une question aussi rabbinique. Vous avez des moyens... Attends, laisse finir le Rabbi Shai, juste pour... Attendez, je comprends pas. Là, on dirait qu'il y a un débat. D'accord ? Il n'y a pas de débat. Moi, on me demande... Je suis là pour donner des informations. D'accord ? Je ne suis pas là pour débattre avec qui que ce soit. Comprenez ? Donc, en plus, je vous signalerai que je n'ai pas le pouvoir de changer les lois en Israël et ce n'est pas moi qui ai fait voter ces lois. D'accord ? Donc, si vous voulez avoir un débat stérile sur votre plateau, on peut avoir un débat stérile. J'ai aucun souci avec ça. Si vous voulez qu'on développe et qu'on apporte l'information aux gens de façon complète, sous tous ces angles, de façon honnête, alors on peut en discuter. Alors, juste une question sur l'information par rapport à ça. Est-ce que cette question-là est discutée au sein de la Rabbanout ? Ces problématiques-là sont discutées ? Parce que je suppose que tu dois avoir face à toi des gens qui sont en désespérance par rapport à ça. Comment est-ce que dans un Beddin, comment vous gérez ces situations ? À la fois, d'ailleurs, pour le cas que tu expliquais par rapport au mamzer, mais également lorsque les gens souhaitent s'unir. Est-ce que toi, tu vois des gens qui sont... un est juif, l'autre pensait l'être et au final ne l'est pas. Comment est-ce que ça se gère ? Regarde, oui. J'ai pas pu t'écouter parce que là, j'ai un rendez-vous qui arrive. Oui, je sais, tu n'as pas très longtemps. On va te libérer d'ailleurs parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après. Donc non, regarde, c'est pas comment ça se gère. Nous, notre rôle à nous, c'est d'abord de gérer l'humain. D'accord ? Il y a des cellules. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les tribunaux rabbiniques, d'accord, à proximité, ont le service, ont la Misra d'Arevacha, donc l'assistance publique, ou des gens de l'assistance publique, des locaux de l'assistance publique qui sont à proximité de tous les tribunaux rabbiniques en Israël, et on travaille main dans la main avec l'assistance publique pour venir en aide aux gens sur le plan humain, d'accord ? Et pour leur expliquer, etc., faire ce travail, entre guillemets, pédagogique, d'expliquer les choses et d'expliquer aux gens le problème dans lequel ils sont, s'ils y sont, d'accord ? Et après, nous, notre rôle à nous, c'est de chercher des solutions. Okay. C'est-à-dire, on essaye, on fait le maximum pour chercher des solutions. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nous, aujourd'hui, au niveau du rabbinat, en Israël, on refuse la possibilité des tests de paternité. On préfère qu'un enfant soit déclaré safek mamzer, entre guillemets, qu'il y a un doute sur si c'est un enfant issu d'un adultère ou non, parce qu'il y a des solutions qui existent pour un tel enfant, qui n'existeraient pas pour un enfant qui sera déclaré sans aucun doute comme étant adultérin. De plus, la halakha prévoit que pour déclarer un enfant comme étant un enfant adultérin, il faut le témoignage de 2 personnes reconnues reconnues pour leur moralité, d'accord, qui nous témoignent et qui nous disent qu'ils ont vu la femme s'isoler avec un amant que soupçonne déjà le mari, d'accord, entre guillemets, suffisamment longtemps dans un endroit où ils auraient pu faire ce qu'ils auraient pu faire pour avoir un enfant, entre guillemets. Donc juste ce genre de situation est relativement rare. Et toute cette situation-là est faite justement... On peut aussi annuler le mariage, non ? Si les gens sont mariés, il peut annuler le mariage. Pardon, c'est pour minimiser au maximum le problème des enfants adultérins. Maintenant, l'autre problème qu'il y a aujourd'hui, et ça c'est un problème qui est au niveau de l'État d'Israël et qui ne se pose pas uniquement au niveau des orthodoxes ou des religieux, c'est qu'il y a une véritable volonté politique d'un grand nombre d'hommes politiques, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est de vouloir préserver le caractère juif de l'État d'Israël. D'accord ? Et ça à travers l'union, le mariage, etc., etc. Vous comprenez ? Oui. Maintenant, si on vient demain et qu'on dit aux gens, vous avez la possibilité de vous marier uniquement civilement, sur le plan politique, je parle, d'accord ? Certains politiques estiment
bien sûr les rabbinim et les religieux, etc., que c'est mettre en péril l'identité juive de l'État d'Israël, et c'est ouvrir la porte de façon beaucoup plus facile et aisée à l'assimilation qui existe déjà en Israël. Ok. Vous comprenez? Oui. Maintenant, ces moyens-là, ça peut décourager certaines personnes. Maintenant, de l'autre côté, donc, le fait de ne pas permettre les choses empêche un certain nombre de personnes d'avoir accès à ces solutions-là, d'accord? Ou de réfléchir à deux fois avant d'opter pour ces solutions-là. Après, il y a d'autres personnes qui font quoi qu'il arrive, qui mettent quoi qu'il arrive, qui font quoi qu'il arrive, ce qu'ils entendent devoir faire pour vivre selon leurs croyances et selon leur volonté. Et là, la démocratie d'Israël ne se mêle pas et personne n'intervient à ce jour pour empêcher ces gens-là de vivre selon leurs croyances comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Ok. Et leurs idéaux. Merci beaucoup, mon cher Ravichai. J'espère qu'on va se revoir bientôt, faire des trajets en voiture. C'est vrai, on va les filmer, parce que ça c'est rigolo de nous voir tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça. C'était intéressant. C'est surtout sur le cas des mamzer. Surtout, j'avais entendu cette histoire des 2 témoignages. Donc, ça peut... Mais ça ne répond qu'à un seul des problèmes. La question des juifs religieux, orthodoxes, qui se marient de façon tout à fait halachique, qui font des choupotes, kshérot, en dehors de la rabbanout, parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à la rabbanout, ça, il n'a pas répondu au problème. Ça y est, on ne lui a pas posé la question en même temps. Attendez, je vais vous répondre en 2-3 mouvements. Pour la question des hagounotes, pour justement le problème du guet. Attendez. Premièrement, la rabbanout en Israël lutte contre ces phénomènes-là, qui ne sont qu'une minorité au sein du mouvement orthodoxe. C'est vrai, mais qui prospèrent quand même. Non, ça prospère pas du tout. Et qui, en tout cas, qui ont un grand soutien populaire, enfin, de ce que ma petite expérience. Pas du tout. Alors, vous vous trompez totalement. Je me trompe. D'accord. Vous l'avez dit. Vous vous trompez totalement, d'accord. Si vous posez la question et si vous les étudiez bien, tous les responsables écrits par tous les grands de la génération après génération, parmi dans le monde orthodoxe, on s'opposait à cela. Il y a une halakha qui nous dit la chose suivante. À partir du moment où, dans un pays et dans une ville, on a mis en place une autorité rabbinique, d'accord? On ne peut pas après improviser et ouvrir des bêtines privées sans l'autorisation des autorités rabbiniques du pays ou de la ville, d'accord? Ça c'est premièrement. Pourquoi? Pour que ces nouvelles autorités, si elles s'ouvrent de façon privée, soient en relation avec les autorités nationales ou locales, d'accord? Pour qu'on puisse avoir un registre de tous les mariages qui se font, des divorces qui se font, pour qu'on puisse éviter un maximum les problèmes dans les milieux religieux. Ça, c'est premièrement. Ces mariages privés, ces choupotes privées, posent énormément de problèmes aujourd'hui, sont interdites normalement al-pi halacha. Il y a un certain milieu anti-sioniste, anti-religieux, anti-État d'Israël, anti-, qui ne représente dans le monde orthodoxe qu'une minorité, contrairement à toutes les idées reçues, d'accord? Et ces milieux-là, ces systèmes de choupot et de mariage, la rabbanout, les rabbanim, les dayanim, qui sont pour la majeure partie d'entre eux orthodoxes, ainsi que les grands de la génération orthodoxe, luttent contre ces phénomènes-là. Ils sont dangereux. C'est une déviance et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et les auditeurs qui écoutent, si on leur propose de faire des choupotes privées avec des rabbins privés, combien sont longues leurs babes et combien sont grandes leurs payotes, il faut surtout pas rentrer dans ce système-là. Juste sur le nombre, surtout pour les femmes après. Surtout si elles ont un problème après. Oui. Si elles ont un problème de shlom bayit ou quoi que ce soit, elles peuvent rester. Ça peut poser des problèmes et leur compliquer la vie. Par contre, elles obtiendront peut-être leur guette plus facilement qu'avec la rabbanout. Parce que souvent, quand ils font des choupotes privées, ils signent souvent un prénup, un accord prénuptial, qui est difficilement accepté par la rabbanout, ou ils signent un tnaï bekidushin, et du coup, ça évite les problèmes de hagounot. Et a posteriori, la rabbanout reconnaîtra. Si on a une fille qui reste hagouna à 4 ans, et que vous apprenez qu'un rabbin orthodoxe a fait une choupa tout à fait cachère, etc. Il y a eu des réformes au niveau de la loi ces 2 dernières années, d'accord? Si vous le voyez bien aujourd'hui, et vous regardez bien, étudiez bien les articles dans la presse. Aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à des femmes qui sont agounotes, d'accord, qui depuis plusieurs années attendent leur guette, qu'est-ce qu'on fait nous exactement? On permet dans les cas où le mari, on n'a pas réussi à le raisonner, de lui faire des campagnes de shaming sur les réseaux sociaux, à la télévision, de demander à ce qu'il soit renvoyé de son milieu de travail, d'accord? Il y a des collaborations aujourd'hui avec la police, les services de renseignement et la rabbanout pour les maris qui se sauvent à l'étranger, pour les rapatrier, ce qui est très compliqué quand ils se sauvent à l'étranger. Certes, c'est un véritable problème, ça, mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté de changer le système.
D'accord, et le problème des Hagounot jusqu'à aujourd'hui, d'accord, c'était pas un problème qui était issu de la rabbanout, parce qu'il y a des solutions au niveau de la halakha pour les Hagounot, c'est simplement l'État qui, au nom des libertés de chacun, empêchait les rabbinim de pouvoir intervenir et mettre en place les campagnes de shaming, les kherem, comme on le dit. Vous pouvez me dire dans quel pourcentage de femmes Hagounot la rabbanout en Israël applique ces possibilités éventuellement de saisir le compte en banque ou à terme de mettre en prison si le monsieur Aujourd'hui, refuse? c'est systématique. C'est systématique. C'est systématique. Le problème qu'on a aujourd'hui... C'est marrant, les associations de femmes ont des chiffres différents. Alors, il faudrait se mettre d'accord. Alors, c'est toujours et encore les mêmes histoires qu'on entend. Les associations en question ne dévoilent pas toutes les pièces au dossier qu'il y a à la rabbanout ou ne sont pas au courant de toutes les pièces qu'il y a au dossier. Ça, c'est premièrement. D'accord ? Deuxièmement, le problème qu'on a, c'est que l'administration israélienne a mis en place un système administratif face aux tribunaux, qu'ils soient civils ou rabbiniques, que si la femme elle-même ne fait pas les demandes ou n'adresse pas les demandes au bon service, parce que c'est les aléas de l'administration, son dossier peut traîner en longueur. Aujourd'hui, justement, lorsque les gens viennent et s'adressent directement à moi, parce que moi je m'occupe du service de médiation pour le tribunal rabbinique de Netanya, lorsqu'ils s'adressent directement à moi, j'explique à ces femmes à quel service s'adresser, comment faire, etc., pour accélérer le procédé. Et dans tous les tribunaux rabbiniques, il y a des rabbinim comme moi qui expliquent aujourd'hui à ces femmes comment faire. Mais si elles ne viennent pas s'adresser aux tribunaux rabbiniques pour expliquer leurs problèmes, rien ne peut être fait, parce qu'il y a des démarches à faire. Comprenez ? Il y a un gros problème d'information. Après, il y a des dossiers qui restent bloqués au Misrad Arivacha. Il y a d'autres dossiers, des femmes font appel à la Siua Mishpatit et ont du mal à communiquer avec l'avocat qui est commis d'office parce que certains avocats ne s'occupent pas du dossier, ne s'investissent pas comme il le faudrait sur le dossier. Il y a toute une problématique autour des problèmes de Hagounot qui ne se résume pas au simple problème face au tribunal rabbinique ou au rabbinim. Ça, c'est toute une véritable problématique. La volonté des rabbinim, c'est de régler les problèmes. La halakha prévoit un kherem, un anathème sur un homme qui refuse de donner le guet à sa femme, prévoit des sanctions économiques, des sanctions pénales contre un homme qui refuse de donner le guet à sa femme. L'État d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, refusait le droit aux tribunaux rabbiniques de mettre en place ces sanctions. Et le guet méoussé, c'est pas vrai. La plupart des rabbins disaient que si on émettait l'imsanction sur le mari, ça rend le guet méoussé, donc c'est problématique. Tu comprends, on peut pas, on a les mains liées. Écoutez le nombre de cas où ça se passe comme ça. Non, on parle pas de la même chose. On parle quand, devant le tribunal, il a été clairement prouvé que le mari, c'est un servant guet. Comprenez ou pas ? Ah oui, mais parfois, le temps que le tribunal décide que c'est un servant guet, il a pu se passer 5-6 ans, voire plus. Et il se passe 5-6 ans parce que les démarches n'ont pas été faites. C'est de la faute des femmes. Ralentit le procédé. Voilà. Non, juste pour revenir... C'est pas de la faute des femmes. Excusez-moi, c'est pas honnête ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, c'est la faute d'un système administratif qui s'est mis en place, qui est géré, rappelons-le, par le ministère de la Justice. D'accord ? Les tribunaux rabbiniques qui sont gérés en partie par le ministère des cultes, mais surtout par le ministère de la Justice, doivent rendre des comptes à des directeurs et à des services juridiques qui ne sont en aucun cas ni des rabbinim, ni des gens religieux pour la majeure partie d'entre eux. Donc ça, c'est une réalité. Oui. C'est vrai. Il faut être honnête dans les propos que vous avancez. Ça fait 2 fois que vous me dites que je suis malhonnête, à la 3e fois. Vous sous-entendez des choses dans les propos. Non, pas du tout. Je n'ai rien sous-entendu, c'était une touche d'ironie qui fait pas de mal dans un débat. Il y a aujourd'hui une volonté de la part des rabbinim de faciliter les démarches administratives. Juste simplifier. Juste un petit avis de Yigal, parce que alors c'est vrai que sur ces points-là, en tout cas, vous êtes d'accord. Tu es d'accord avec le Rav Yishai sur le problème du ministère de la Justice Je n'ai pas de données là-dessus, donc oui, s'il le dit, a priori, je fais confiance à un Dayan et un Rav qui connaît son métier. Donc Yigal, toi, par rapport à ce qui a été dit. Alors, ce sont de très bonnes réponses qu'on a entendues pour ceux qui souhaitent évoluer au sein du système rabbinique tel qu'il est établi par l'État d'Israël. Mais que fait-on des gens qui ne veulent pas évoluer au sein de ce système parce qu'ils ont fait un autre choix ? Ceux-là n'ont pas de solution légale. Ils doivent contourner la loi, ils doivent financer avec la loi, ils doivent aller vivre à l'étranger. C'est vraiment... Alors, simplement, ce que disait le Rav Yishai aussi, et ce qu'on disait également tout à l'heure, c'est qu'il y a également les possibilités de faire des contrats devant avocat et des choses de ce genre-là. Oui, mais à ce moment-là, on est en dehors du système rabbinique. Donc l'État impose un système de rabbinat d'État, et on peut le contourner, mais on contourne la loi. La loi permet de contourner la loi. Mais la loi étant ce qu'elle est, elle ne permet pas aux gens de choisir.
Elle ne permet pas aux Juifs de choisir la manière par laquelle ils souhaitent se marier. La loi veut imposer une seule voie. Et c'est un peu drôle que cette même loi qui impose une seule voie permet aussi qu'on contourne cette voie. On ne comprend pas quel est le message, comment on préserverait quoi que ce soit. Je veux dire aussi une chose, on dit que la loi oblige chaque croyant de se marier selon ses croyances. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que chez les chrétiens, par exemple, un catholique peut se marier dans une église catholique, un grec orthodoxe va dans une église grecque orthodoxe, un protestant va dans une église protestante, etc., etc. On va faire la liste de toutes les dénominations chrétiennes. En revanche, chez les juifs, ce choix n'existe pas. Tous les juifs doivent obligatoirement passer par le rabbinat. Et moi, je dis simplement que si je fais le Kiddush Shabbat chez moi, c'est parce que je le choisis. Mais le jour où la Knesset votera une loi qui oblige tous les Juifs à faire le Kiddush, je vous dis que je ne le ferai plus. Parce que ce n'est pas possible que par la loi, on s'ingère dans ma vie privée pour m'imposer des pratiques religieuses. On en revient à ce point-là sur le caractère juif et démocratique de tout cela. On a largement explosé le compteur du temps. Merci beaucoup au Rav Yishai d'avoir apporté... Mais juste un dernier point, parce qu'on a parlé des juifs qui sont obligés, etc. Mais de la même façon, les musulmans sont obligés de se marier devant leur autorité religieuse et les catholiques devant leur autorité religieuse, etc. Si vous voulez trouver des solutions à ce niveau-là, c'est au niveau politique, entre guillemets. Tout à fait, au niveau politique, tout à fait. On est parfaitement d'accord. Et c'est les aléas de la démocratie, voilà. Et on sait très bien qu'il y a des négociations entre les partis politiques, etc., sur ces questions-là. Tout à fait. Bref, donc le problème reste toujours le même. Donc le problème en réalité, c'est ça que je tiens à préciser, est principalement aujourd'hui, et les solutions sont principalement aujourd'hui, entre les mains des politiques. Oui, on est d'accord. C'est un peu facile de dire ça quand tu sais que les politiques, que la coalition elle est majoritairement, que les partis ultra-orthodoxes ont un poids ultra important, et donc ils ont les mains liées. Je suis pas d'accord avec toi, pour une raison très simple, c'est que si les gens... Il ne semble pas que lorsqu'on compte le nombre de Chavrei Knesset aujourd'hui à la Knesset, que les Chavrei Knesset orthodoxes soient majoritaires. Sauf qu'ils ils sont pas majoritaires, mais ils ont un srout, c'est par rapport ils tiennent la coalition. Aux coalitions, mais simplement... Mais c'est un problème politique. C'est un problème politique, vous aviez raison. Juste pour répondre à ce point-là, si les gens votent de cette manière-là, et si les coalitions se font de cette manière-là, c'est que c'est la démocratie qui, malgré tout, fonctionne de cette manière-là. Donc c'est le jeu. Mais attends, mais ça c'est très bien. Mais il y a une différence entre le fait d'être conservateur. Moi, je suis hyper conservatrice. Je veux pouvoir, moi, ici ou partout ailleurs, pouvoir vivre comme une juive orthodoxe et qu'on me le permette. C'est très bien. Je suis pas fondamentaliste. Je veux pas que tout le monde soit contraint à vivre comme moi. Non, et simplement, c'est une question politique. C'est une question politique, mais ensuite, les gens, ils votent comme ils veulent. Et si la coalition est telle qu'elle, c'est que les gens, à un moment, ont voté de cette manière-là et que la coalition s'est construite de cette manière-là. C'est simplement... Les aléas de la démocratie, a dit monsieur le rabbin. On va conclure sur cette phrase-là du Rav Yishai. Ce sont les aléas de la démocratie. J'espère qu'on pourra t'avoir en plateau la prochaine fois. Sache que tu as beaucoup parlé. Mais on va essayer de ne pas couper ton intervention, je te rassure, parce que bien sûr, il y avait plein de petits détails intéressants et techniques en particulier. On va se dire au revoir et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on essaie d'avoir peut-être un sujet intéressant sur on va faire des territoires. Voilà, on essaie d'avoir quelques invités très sympas et merci encore à tous de nous avoir suivis. On était un peu plus long que d'habitude, mais beaucoup plus long. Il y a David à la régie qui est en train de me faire des grimaces et de me faire la tête, mais c'est pas grave. Mais attendez, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On a encore tant de choses à dire. Exactement. Merci en tout cas à vous tous. Merci à Noémie. Merci au Rav Chaim Yishai, qui est Dayan dans le Kobedin de Netanya. Yigal Palmor, qui est directeur de communication à l'Agence Juive. Et donc une future doctorante avec nous également. À très très bientôt et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.